Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et ce vendredi, eh bien, nous sommes avec Laure Simoes. Bonsoir Laure, directrice éditoriale pour Cartooning for Peace. François Clémenceau, rédacteur en chef au journal du dimanche au service Monde et auteur de Hillary Clinton de A à Z. Et c'est aux éditions du Rocher. Yvan Réoufol, bonsoir, éditorialiste au Figaro, animateur du blog Liberté d'expression et auteur du Point sur les i. Et c'est aux éditions de Passy. On peut vous lire dans le Figaro tous les vendredis. Vincent Hugeux, bonsoir, grand reporter à l'Express, auteur des Reines d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames, et c'est aux éditions Perrin. Un couvre-feu va être décrété sur l'ensemble du territoire tunisien, un couvre-feu nocturne, une décision qui a été prise par les autorités tunisiennes après les manifestations de cette semaine à travers tout le pays, notamment dans le sud, dans le centre et le sud du pays, qui sont des régions particulièrement déshéritées. Vous le voyez sur ces images, des manifestations qui ont très souvent dégénéré, qui ont tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Les Tunisiens qui réclament aujourd'hui du travail et qui dénoncent la corruption, des airs de déjà-vu. On écoute tout de suite le Premier ministre tunisien Habib Essid. C'était sur l'antenne de France 24 ce vendredi. Ce qui se passe actuellement avec la jeunesse n'est pas récent. Il date de plusieurs années, même avant la Révolution. Mais on sait que les jeunes qui sont partis combattre en Syrie ou en Irak ou ailleurs, ce départ vers ces zones-là est le résultat d'un problème que la jeunesse sentait, d'un vide. Pas de travail, pas, disons, d'assistance au niveau préparation de ces jeunes pour passer cette étape difficile que la Tunisie traverse. Et nous sommes parfaitement conscients de cette situation. Nous avons un héritage que nous sommes en train de gérer et nous comprenons parfaitement la réaction de ces jeunes. Vincent Hugeux, une nouvelle révolution est-elle possible en Tunisie ? Au sens d'un soulèvement massif qui conduirait à l'éviction du régime en place, je ne le crois pas à ce stade. Il n'en demeure pas moins que ce mouvement de contestation sociale, de frustration intense, est le plus sérieux par sa durée et son ampleur depuis 5 ans, depuis 2011. Et il y a une formule qui, je crois, résume l'amertume, le ressentiment de beaucoup de Tunisiens déshérités, c'est celle du père de ce jeune Yahyaoui. Son père se prénomme Othman et disait tout à l'heure, il y a quelques heures, en fait tout ça, c'est le résultat de la corruption, c'est le résultat de la marginalisation, c'est le résultat du piston et des promesses non tenues. Et ce sentiment-là est tenace, pour le coup. Donc, on présente souvent, non sans raison d'ailleurs, la Tunisie comme, sinon la vitrine, du moins, le rescapé des printemps arabes, mais c'est un rescapé au pied d'argile aujourd'hui, qui est quand même très fragilisé. On sait très bien qu'il y a aussi le péril du terrorisme qui a frappé ô combien Tunis. On sait aussi qu'il y a donc ces défis de nature sociale, et on sent bien que ce régime, ce pouvoir, quelle que soit sa légitimité, cherche la formule et pour le moment ne la trouve pas. Il y a, semble-t-il, une inertie dans les efforts d'amélioration, l'emploi, l'accès aux services de base, qui évidemment décuple ce sentiment de frustration, et on entend déjà la petite musique redoutable, redoutée et classique du « est-ce que c'était pas mieux avant ?» Yvan Réoufol, la Tunisie, Vincent Hugeux le disait à l'instant, qui est un pays aujourd'hui fragilisé, qui est fragilisé économiquement, qui est fragilisé sécuritairement et politiquement aussi aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le pays risque le chaos, qu'il y a un voisin aussi qui ne va pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est en plein chaos, à savoir la Libye? Sans aucun doute, car il y a quand même deux risques énormes qui visent maintenant la Tunisie. C'est naturellement le risque de cet État islamique qui s'implante alentour et également qui terrorise chez eux. Et c'est cette crise économique, cette crise de l'immobilisme, ces non-réformes qui n'ont jamais, qui attendent encore d'être portées. Je crois, j'ai lu qu'il y avait 700 000 fonctionnaires en Tunisie. C'est-à-dire que c'est un pays qui vit largement au-dessus de ses moyens. On sait ce que cela veut dire ici, chez nous. Et donc, naturellement, c'est un pays terriblement vulnérable. Et je pense que plus que jamais, vu de France, notre solidarité doit aller à ces pays-là. Elle doit aller politiquement à ce pays-là qui est en tête de file de tous ces pays musulmans qui tentent d'aller vers la démocratie, de s'installer dans la démocratie. Et de ceci, il ne faut certainement pas le laisser seul
face à cela. Alors justement, est-ce qu'on a été à la hauteur? Est-ce qu'on a suffisamment accompagné ce pays? Je ne sais pas. Et en tout cas, la décision qui a été prise aujourd'hui par François Hollande d'accorder également un crédit, ou en tout cas, j'imagine que c'est un plan d'aide d'un milliard d'euros. Un plan d'aide d'1 milliard d'euros sur les 5 ans était naturellement également essentiel. Je pense que sur ces deux plans-là, et le plan sécuritaire et le plan économique, la France doit être à côté des Tunisiens, naturellement. Donc, nous ne pouvons pas laisser. Est-ce qu'on en a fait assez ou pas? Je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Visiblement non, puisque cet État est dans ce pays est dans cet état-là. François Clémenceau, quelle est aujourd'hui la solution, entre guillemets? Parce que finalement, politiquement, j'ai envie de dire, toutes les cartes ont été jouées. On a eu Enarda au pouvoir, on a eu Nida Tounes au pouvoir. Aujourd'hui, on a les deux partis au pouvoir. Quelle est l'alternative aujourd'hui? Quelle est la solution? Je dirais... Est-ce que c'est une solution qui passe aussi par une solution politique, ce que proposait Monsef Marzouki, qui disait qu'il faut appeler à de nouvelles élections législatives anticipées? Alors, ce qui est merveilleux avec la Tunisie, c'est qu'à la fois, c'est vrai qu'ils nous ont donné une énorme leçon de démocratie, d'indignation, de sursaut, de responsabilité aussi, parce que la société civile a joué un énorme rôle, et en même temps, ils tombent très facilement dans les travers de n'importe quel pays démocratique déjà bien armé, et qui peut se permettre le luxe de se quereller, de se diviser, d'entrer dans des querelles de succession à la tête du parti Nida Tounes. C'est le cas en ce moment avec ce président très âgé, 90 ans et plus, et qui cherche à imposer son fils. On en est là, dans ce genre de querelles dynastiques, alors que les défis sont énormes et ils sont connus depuis le début. Sécurité, emploi. Sur la sécurité, rien n'a été fait de fondamental, c'est-à-dire essayer de restructurer autour d'une vraie armée et autour d'une police qui ne soit plus une police de répression, mais une police de prévention. Rien n'a été fait de considérable. Et sur le plan du chômage, de l'emploi, de ces jeunes qui manifestent à Kasserine, à Kairouan, ailleurs, rien de suffisamment fort n'a été fait. Mais il faut dire que c'est en partie aussi du fait du manque de soutien de la Tunisie. C'est vrai que dans la foulée du printemps arabe, il y avait eu cette réunion à Deauville avec un certain nombre de membres du G8 qui avaient promis des milliards. Très peu sont arrivés et très peu, parmi ceux qui sont arrivés, ont été mis directement au service de cette seule cause, la création d'emplois, et non d'emplois non publics, essentiellement dans des secteurs pour valoriser c'est aider le secteur privé aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais le problème aussi, c'est que les investisseurs ne sont plus là. Il y a quand même, je crois, 2000 investisseurs qui ont quitté la Tunisie pour le Maroc, notamment à cause, entre autres, des questions sécuritaires. C'est aussi le problème de la confiance. C'est le cercle vicieux auquel on assiste, pas seulement en Tunisie, mais également en Égypte ou ailleurs, ou en Turquie, on va bientôt le voir. C'est qu'à chaque fois que vous avez un secteur touristique, mais ce n'est pas le seul évidemment, qui se trouve menacé, les autres investisseurs qui travaillent dans des secteurs confluents ne viennent plus parce qu'il n'y a pas suffisamment de sécurité, pas de sécurité sur les investissements, pas de sécurité physique sur les expatriés, les embauches, etc. Et donc, cette sorte de cercle vicieux, malheureusement... C'est difficile de sortir de cette spirale. Ben voilà. Vincent Hugeux, un mot et ensuite lors des décès. Rapidement, il y a un phénomène qui, me semble-t-il, sans encore une fois céder à la panique, est préoccupant, c'est la nationalisation du phénomène de cette révolte. C'est-à-dire qu'on n'est plus focalisé, on n'est plus circonscrit à Sidi Bouzid, en fait, l'épicentre de la révolution initiale. On a eu des émeutes dans des quartiers populaires du Grand Tunis, où il y a toujours cette fusion assez compliquée à décrypter entre le ressentiment social et, je dirais, le brigandage d'opportunités, les pillages, les saccages, etc. Ça, c'est un phénomène préoccupant. Et moi, je rejoins tout à fait François en un mot sur ce phénomène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre des chorégraphies démocratiques de pays robustes et solides. Il y a un décalage, si vous voulez, entre, je dirais, non pas les simulacres, mais en tout cas la rhétorique démocratique et les exigences sociales qui, elles, sont urgentes et impérieuses. Laure, vous voulez dire un mot encore simplement pour dire que non seulement la France, mais l'Europe elle-même doit être concernée, parce que l'on imagine très bien l'issue de ces événements et économiques et terroristes qui pourraient s'accumuler. C'est que, naturellement, l'exode des Tunisiens vers l'Europe puisse s'accentuer et venir s'ajouter à l'exode que l'on connaît également. Donc l'intérêt de l'Europe, ne serait-ce que pour cette raison-là, est d'aider la Tunisie. Laure. Oui, un premier dessin d'un dessinateur tunisien, Chedli Belkamsa, du quotidien La Presse de Tunisie, qui est un dessin assez accusateur à l'égard du chef du gouvernement tunisien, Habib Essid, qu'on a vu tout à l'heure, qui est ici clairement remis en question dans ce fossé qui se creuse entre la classe dirigeante et le peuple tunisien. Depuis sa voiture, on le voit dire à ce pauvre Tunisien sur le trottoir « Ne me dites pas que vous n'êtes pas heureux après tout ce que l'on a fait
pour vous. Cet autre dessin du dessinateur tunisien Z, qui en 2011, on voit que ces révoltes qui se propagent comme une traînée de poudre dans toutes les villes, jusqu'à Tunis, Kasserine, on voit Kran, Marc-Bey. On voit cette situation presque explosive, on pourrait dire. Et puis, cet autre dessin Tunis, assez, on la reconnaît. On la reconnaît tout de suite avec ses chats, assez savoureux, sur justement ce cercle vicieux de la corruption. Manifestation à Kasserine pour le droit au travail, et le petit chat qui dit à l'autre: il faut que je trouve un travail pour gagner de l'argent, pour payer un bakchich à un fonctionnaire pour qu'il me donne du travail. On n'en sort pas de ce cercle vicieux. Un autre dessin de Dilem, dessinateur algérien pour la liberté. Évidemment, ce mécontentement qui gronde peut préparer le terrain des extrémistes. Les attentats donc de Daesh ont déjà lourdement frappé la Tunisie et le secteur du tourisme, on en parlait tout à l'heure. 5 ans après la Révolution, hashtag Tunisie, moi j'y vais, dit le barbu. Et enfin, ce dernier dessin, un petit peu pour terminer sur une note un peu poétique et légère, ce dessin de Mikaya, dessinateur franco-tunisien, qui dit que malgré tout, peut-être que de l'espoir peut être permis. 5 ans après la révolution tunisienne fait toujours des émules dans le monde. Et puis cette fille qui dit à sa copine, ou à son copain plutôt: mais qu'est-ce que tu fous? J'essaie de faire pousser du jasmin tant bien que mal. L'espoir est peut-être permis depuis Paris, en tout cas, mais sur place, je crois que c'est pas le cas. On notera que sur le sac, terreau est écrit EAU et non pas O. Le pire n'est jamais sûr. C'est fait. L'accord sur le nucléaire iranien est entré en vigueur dimanche dernier. Les sanctions contre l'Iran sont levées, en tout cas partiellement. Je vous propose d'écouter Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne. Il était mercredi à Davos. Je pense que l'accord n'est pas un accord parfait. Aucun accord n'est jamais parfait. Mais il prend en compte nos exigences, la levée des sanctions. Et en même temps, il respecte notre droit de nous doter d'un programme nucléaire à des fins pacifiques, parce que notre programme nucléaire a toujours été pacifique. François Clémenceau, c'est le succès de la présidence Obama, cet accord sur le nucléaire iranien, incontestablement? C'est le succès des États-Unis, de l'Europe, de 2 autres partenaires qui ont joué un rôle visant à ne pas polluer cette discussion stratégique, la Chine et la Russie, l'Union européenne également présente, la France qui a joué un grand rôle au moment où l'on sentait qu'on pouvait baisser la barre et au contraire qui a cherché à la maintenir suffisamment haute pour qu'il ne puisse pas y avoir d'accord au rabais. Non, c'est un excellent accord international qui profite essentiellement à Barack Obama, si tant est qu'en novembre prochain, ce ne soit pas un président républicain qui prenne la suite et qui puisse défaire ce qui aura été fait, compte tenu d'une méfiance qui continue de subsister. C'est-à-dire que cet accord et la levée des sanctions ne va pas mettre fin à une méfiance qui continue malgré tout de régner entre Américains et Iraniens, naturellement. Et on voit bien qu'à travers la levée des sanctions, il reste malgré tout quelque chose qui est très présent, c'est la surveillance de la façon dont les Iraniens vont continuer de respecter les accords, qui ne s'arrêtent pas seulement à ce qu'ils ont fait entre le mois de juillet et aujourd'hui, notamment le démantèlement de la centrale d'Arak, mais également à tout un programme qui ne doit pas se propager par ailleurs de façon subversive, cachée par exemple dans la recherche et le développement. Et donc, il va falloir surveiller tout ça et la façon dont les Iraniens vont utiliser tout cet argent qui arrive maintenant, au minimum 30 milliards de dollars dans les jours qui viennent, peut-être 100 à 150 dans les mois qui vont venir, eh bien il faudra veiller effectivement à ce que cet argent-là aussi, si possible, et ça dépendra largement des élections. Au peuple iranien ? Ça dépendra largement des élections prochaines du Parlement, aille effectivement à l'économie iranienne qui en a bien besoin. Et non pas à servir à financer les guerres à l'extérieur et des guerres nombreuses soutenues par l'Iran. Yvan Rioufol, je vous donne la parole, Vincent Hijeux, parce que vous y êtes allé en Iran et on va parler justement de l'aspect politique intérieur. Vous, je sais que cet accord ne vous réjouit pas. Vous pensez que l'Iran reste une menace ? Souvent, vous l'avez dit sur ce plateau, l'Iran reste une menace. On peut peut-être voir un succès d'Obama, mais moi je vois un succès de l'Iran et je ne vois pas un succès du peuple iranien, je vois un succès de ses dirigeants iraniens. Et ces dirigeants iraniens, il faut quand même écouter ce qu'ils disent malgré tout. Il faut quand même écouter quelle est leur idéologie. Cette idéologie apocalyptique, c'est ce régime théocratique, ce régime qui dit vouloir détruire Israël ou les États-Unis. Il faut quand même les écouter, même s'ils ne le feront pas. Et même si ce régime-là ne correspond pas au peuple qui, lui, est beaucoup plus occidentalisé, j'ai d'énormes réserves et je suis même un peu effaré par la naïveté de l'Occident à vouloir croire que c'est l'Occident qui a gagné dans ce bras de fer. Il me semble que c'est plutôt l'Iran qui a gagné.
Alors, peut-être que l'histoire montrera qu'en effet, le pari d'Obama était celui-ci et que l'Iran va jouer le jeu, si je puis dire, mais rien pour l'instant ne permet de le dire. Enfin, en tout cas, je n'ai pas les éléments. Pour ce que j'en lis, je n'ai pas été sur place, donc je n'ai pas l'expertise de mon confrère, mais je pense que l'on s'emballe assez vite sur ce point-là, et j'aimerais qu'on ait davantage de réserves, en tout cas qu'on ait les réserves que porte, par exemple, l'État d'Israël, qui, lui, s'allie très bizarrement d'ailleurs à l'Arabie Saoudite. Donc en plus, il y a des renversements d'alliances pour contourner ce qui semble être un danger aujourd'hui dans cette région. Et je pense qu'il ne faut pas évacuer ce danger-là. Vincent, vous qui y étiez là, très récemment là, en Iran, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce pays et de la façon justement dont cet accord sur le nucléaire iranien a été vécu par les Iraniens, par la population iranienne? Qu'est-ce qu'ils en attendent? Alors, deux remarques très brèves et très simples. D'abord, gare à l'illusion lyrique d'un miracle économique pour les acteurs économiques occidentaux. Il y a encore des facteurs, je dirais, de tétanie qui sont liés aux sanctions bancaires américaines et au manque de financement. Mais s'agissant des Iraniens, il y a effectivement un enjeu politique majeur en février avec le renouvellement du Majlis, le Parlement iranien, dont il faut toujours rappeler qu'il est aujourd'hui encore dominé par la nébuleuse ultra-conservatrice, pour faire simple. Et il y a un pari pascalien aussi chez Hassan Rouhani lui-même, qui, quoi qu'on en dise, s'efforce d'entrouvrir son pays, a bien senti que les élans de la jeunesse iranienne, par exemple, ne pouvaient plus être corsetés dans un appareil policier qui est obsolète, qui est archaïque. Vous savez, moi... Vous sentez cet appareil policier, vous qui avez été là? Vous le sentez quand vous êtes dans les rues de Téhéran? Pour un journaliste, les choses sont assez simples. Le plus dur, c'est d'avoir le visa. À partir du moment où vous avez le visa, que vous respectez grosso modo les normes, en tout cas vous ne faites pas de provocation, c'est un des pays dans lesquels il est le plus facile au monde de travailler, parce qu'il y a un tel appétit de la part des Iraniens et des Iraniennes de faire savoir que nous ne sommes pas ce que vous croyez que nous sommes, que les contacts sont extrêmement faciles. Mais simplement, un exemple tout bête. L'endroit au monde où j'ai le plus appris sur les applications, sur les VPN, Virtual Private Network, qui permettent de contourner les interdictions de sites internet, etc., c'est l'Iran. J'en ai appris autant là qu'avec mes fils aînés. Donc je veux dire, il y a un décalage total entre une certaine forme d'anachronisme politique, une sorte de rhétorique à laquelle plus personne ne croit. Vous savez, les slogans « Marbar America »,« Mort à l'Amérique »,« Marbar Israël » que l'on va scander à la mosquée le vendredi à l'université de Téhéran, plus personne n'y croit. Les mosquées sonnent creux en Iran. Un dessin, Laure. Un seul dessin, mais peut-être ce dessin de Job Bertrams pour De Groen Amsterdammer qui nous vient des Pays-Bas, qui résume peut-être assez bien la situation. Le titre de ce dessin, Strange Feeling, et on voit ce portrait de Hassan Rouhani. Effectivement, vous parliez des jeunes qui crient victoire après cette levée de sanctions, mais en même temps, il y a ce visage de crainte, entre crainte et soulagement. C'est peut-être bien résumé et simplement. Et c'est compliqué pour Rouhani, justement. Vous parlez de ces élections. Le 26 février, il veut présenter des candidats à ces élections, et là, pour l'instant, le camp conservateur ne lui donne pas l'autorisation pour. C'est zéro, les candidats. Plus des 2/3 des candidats. Alors évidemment, ils ne portent pas l'étiquette réformateur sur le front, mais plus des 2/3 des candidats qui étaient proches de la mouvance Rouhani, effectivement, ont été barrés par le Conseil de surveillance. Donc un petit-fils du défunt imam Khomeini, quand même. Pour l'Assemblée des experts. Allez, on fait une pause, le rappel des titres, et puis on parlera politique française, on parlera du plan de François Hollande pour faire baisser le chômage, et puis on parlera du dernier livre de Nicolas Sarkozy. À tout de suite.